Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la littérature, le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Et attention, ce n'est pas juste une histoire sur un jeu, loin de là. C'est une plongée vertigineuse dans la survie psychologique. On va parler d'un conflit, un conflit ultra intense, mais qui ne se passe pas sur un champ de bataille, non, non. Tout se joue dans la tête. Et ça, c'est vraiment la question qui est au cœur de tout le livre. Comment est-ce qu'un jeu, un simple échiquier avec ses 64 cases, peut devenir à la fois ce qui sauve un esprit et ce qui le détruit? Comment ça peut devenir l'arène d'un combat à mort pour ne pas devenir fou? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors pour commencer, imaginez le décor. On est sur un immense paquebot en plein milieu de l'océan. Un huis clos parfait, vous voyez? Un endroit où les gens sont forcés de se côtoyer. Et c'est là, justement, qu'une rencontre complètement improbable va avoir lieu. Une confrontation qui va pousser l'esprit humain dans ses derniers retranchements. Et voilà notre premier personnage qui entre en scène. Il s'appelle Mirko Czentovic. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est le champion du monde d'échecs. Un type qui semble absolument invincible. Une énigme sur pattes. Mais la vraie question c'est, qui est-il vraiment, derrière ce génie des échecs? Le truc avec Czentovic, ce qui est assez fou, c'est qu'il est l'incarnation du génie à l'étape pure, presque mécanique. Imaginez, il vient d'un milieu très pauvre. Et son talent, c'est juste un don brut de décoffrage, une sorte de super calculateur. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, dès qu'il quitte l'échiquier, il est complètement paumé. Socialement, c'est une catastrophe. Incapable de comprendre les émotions des autres. C'est un automate en fait, un automate du jeu. Et puis, face à cette machine, un adversaire sort de l'ombre. Un type mystérieux, le docteur B. Et là, on comprend tout de suite que ça va être bien plus qu'une simple partie d'échecs. Non, c'est un choc des titans. Deux mondes, deux conceptions radicalement opposées de ce que c'est l'intelligence, qui vont s'affronter. L'opposition, elle est totale. D'un côté, on a Czentovic, le génie mécanique, froid, sans la moindre émotion. Et de l'autre, le docteur B, l'intellectuel, l'aristocrate, un homme d'une culture immense, mais avec un esprit complètement ravagé. C'est simple, ils sont le jour et la nuit. Le miroir parfait, mais inversé l'un de l'autre. Et ce duel, en fait, c'est un prétexte pour Zweig pour explorer des thèmes hyper profonds, universels même. On a l'enfermement, bien sûr, qu'il soit physique ou mental, la dualité, cette idée d'être double qu'on retrouve partout, dans le jeu comme dans la tête des personnages, la mémoire, qui peut être à la fois un refuge et une torture, et puis, bien sûr, la folie. Elle n'est jamais très loin. Ok, mais pour vraiment saisir qui est ce docteur B, d'où il vient, il faut qu'on fasse un retour en arrière. Il faut qu'on aille voir ce qui a créé ce génie si particulier. Parce que son esprit n'a pas été juste forgé, il a été littéralement brisé et reconstruit dans la pire des prisons imaginables. Et là, on n'est plus dans la fiction pure. L'histoire s'ancre dans une période historique bien réelle et bien sombre. Le docteur B était un aristocrate autrichien et il s'est fait arrêter par la Gestapo. Sauf que sa torture, ça n'a pas été des coups. Non, c'était une violence bien plus vicieuse, bien plus psychologique. Sa torture, c'était le vide, l'isolement le plus total qu'on puisse imaginer. Ils l'ont enfermé dans une chambre d'hôtel. Pas de livre, pas de journal, pas de crayon, pas une voix humaine à entendre. Rien. Le néant absolu. Le but était simple et absolument terrifiant. Faire en sorte que son esprit s'effondre sur lui-même. Le dissoudre dans le silence. Alors, on suit son parcours, c'est une véritable descente aux enfers. D'abord l'arrestation, puis cet isolement terrible. Et alors qu'il est au bord du gouffre, un truc incroyable se passe. Il arrive à voler un livre sur les échecs. Et ce bouquin, ça devient sa seule bouée de sauvetage. Il l'apprend par cœur. Chaque partie, chaque ouverture, chaque défense. Ça devient une obsession totale. Et c'est là que tout bascule. Pour ne pas devenir fou, son esprit se dédouble. Il se met à jouer contre lui-même. Et c'est là qu'on touche au cœur du paradoxe de l'histoire. C'est dingue, non? Le truc qui l'a sauvé de la folie, les échecs, c'est aussi ce qui va devenir sa nouvelle prison. Une prison mentale cette fois. Il faut bien comprendre, pour lui, les échecs, ce n'est pas un jeu, c'est pas un hobby. Face au néant de sa prison, cet échiquier qu'il se crée dans sa tête, c'est la seule chose qui a encore une structure, une logique. C'est la seule chose à laquelle son cerveau peut s'accrocher pour ne pas se dissoudre complètement. Et donc tout le combat, toute la partie se joue entièrement dans sa tête. C'est un théâtre mental. Il est les blancs, été il est les noirs. Il est son propre adversaire. C'est un duel complètement invisible pour le monde extérieur, mais d'une tension, d'une intensité absolument démente. Le point central, c'est vraiment cette idée d'arme à double tranchant. D'un côté, sa mémoire de fou lui permet de se bâtir tout un monde intérieur, et ça le sauve. Mais de l'autre, cette même mémoire, c'est ce qu'il consume. Elle le nourrit, mais elle le brûle de l'intérieur, en ravivant sans cesse le trauma de l'enfermement, et ça le plonge dans une sorte de fièvre, une obsession destructrice. Et tout ça, ça nous amène à la fameuse partie sur le paquebot, la confrontation finale, et surtout au message de fond de l'histoire.
Finalement, que nous dit ce duel sur ce que c'est que le génie et quel est le prix à payer? Alors oui, le Dr B arrive à battre Sentovic, le champion du monde. C'est une victoire incroyable, c'est l'esprit humain qui terrasse la machine. Mais cette victoire, elle est presque anecdotique. Parce que le vrai combat, le vrai adversaire, ce n'était pas Sentovic. Non, la vraie victoire, la seule qui compte vraiment, elle n'a pas lieu sur l'échiquier. C'est sa décision à la fin de ne plus jamais jouer, d'arrêter. En disant non à la revanche, il dit non à la fièvre, non à cette obsession qui l'a presque anéanti. En fait, il choisit de s'échapper de sa propre prison mentale. C'est ça sa libération. Et le message de Zweig, il est d'une force. Il est toujours aussi pertinent aujourd'hui. Il nous dit que l'esprit humain, même le plus génial, reste fragile. Si on le pousse trop loin, dans l'isolement, dans un excès de logique pure, il peut se casser. L'intelligence, quand elle est coupée de toute humanité, de tout contact, elle ne construit plus, elle détruit. Et voilà la question qui nous reste à la fin, celle qui continue de nous travailler bien après avoir refermé le livre. Le génie pur, quand il n'est pas équilibré par de l'humanité, par de l'empathie, est-ce que c'est une arme ou est-ce que c'est une prison? C'est la grande question, le grand vertige que nous laisse Stefan Zweig.